Je suis très heureux de pouvoir converser avec James Holyfield, Jim comme Oui, nous l'appelons tous, que je connais depuis les années 1980, ça oui, fait une quarantaine d'années presque. oui. Et nous nous sommes revus ensuite par intermittence, mais je crois que nous sommes toujours très lus mutuellement. Hein. Je dis Oui. souvent aux chercheurs, je ne peux pas dire aimez-vous les uns les autres, mais essayez au moins de vous lire les uns les autres. Et je Oui. crois que nous l'avons fait. Mhm. Et j'ai contribué effectivement à soutenir ton séjour ici à l'Institut Oui. d'études avancées de Paris. Et je suis très heureux que tu puisses à nouveau revenir en France, un pays que tu connais bien. Tu as fait une partie de tes études. Tu as fréquenté l'Institut national d'études démographiques à l'époque où Oui. j'étais un de ses membres. C'est comme ça que nous nous sommes connus. Et j'ai suivi ton évolution. Et très vite, j'ai vu à quel point ta vision, parce que tu es un chercheur en sciences politiques Mhm. précisément, ta vision des politiques migratoires Mhm. était une vision qui ne cessait d'évoluer, qui prenait en Mhm. compte Mhm. l'actualité, mais sans jamais faire de démagogie, en essayant d'étudier un peu les mécanismes en profondeur. Mhm. Alors, on connaît de toi un certain nombre de concepts fondamentaux qui ont eu beaucoup de succès finalement dans la science politique d'immigration. Il y a l'idée du policy gap, Oui. hein, Oui. donc on va en parler si Oui. tu veux bien. Tu vas peut-être Oui. me dire un petit peu comment cette Bien idée sûr. a surgi chez toi et comment elle a Bien sûr. évolué. Il y a aussi l'idée que il y a des migrations rights-based qui Mhm. font contraste, Oui. s'opposent à des migrations economy-based, c'est-à-dire Mhm. Oui. fondées sur des ressorts économiques et non pas des droits. Et puis, on va parler du migration state, Ah, l'état difficile à traduire en difficile français. à traduire, oui. Enfin, on peut, c'est quand même assez rare de Oui. trouver des chercheurs dont l'évolution est ponctuée par quelques grands concepts qui C'est ont fait ça. florès, qui se sont Mhm. répandus au sein de la science politique, pas seulement américaine, hein, Oui. mais européenne, Oui. car si tu connais très bien la France, tu connais aussi très bien plusieurs autres pays Oui. européens. C'est un de tes grands atouts et Oui. j'admire beaucoup ta capacité à te Mhm. trouver à l'aise dans une série de pays. Alors, on va commencer, si tu veux bien. Je suis très heureux Oui. d'avoir été choisi pour faire cet entretien. Euh, Ce que tu as, au fond, tu es un comparatiste essentiellement. Tu Oui. fais, Oui. voilà. Est-ce que tu peux me dire, au fond, quelles sont les comparaisons, les pays qui ont compté pour toi dans l'élaboration de tes théories? Mhm. C'est vraiment un honneur pour moi aussi de pouvoir faire cette conversation avec toi. Et comme tu dis, on se connaît depuis presque 40 ans. Et je dois dire que j'ai beaucoup appris de toi au cours des décennies. Mais tu as raison d'insister sur le fait que, enfin, le point de départ de mon travail, c'est que je me suis rendu compte que la politique d'immigration avait certains objectifs constatés par les gouvernements et les politiques, mais qu'il y avait un écart entre l'objectif et les résultats de ces politiques. Donc, c'était un peu ça la question de départ dans mon travail. Alors, comment expliquer le fait qu'il y avait toujours plus d'immigration qui était souhaitée, Oui, il y a constatée, toujours plus d'immigration que ne le souhaitent les que le politiques souhaitaient et plus d'immigration que ne le souhaite l'opinion publique, Oui, oui, finalement. oui. Donc j'avais bon commencé mes études avec l'Europe, la France, surtout la France et l'Allemagne. C'était les deux pays sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Alors je me suis dit, est-ce que c'est lié, est-ce qu'on peut expliquer ça simplement par des facteurs économiques que tu connais très bien, hein, les facteurs d'attraction et de répulsion. Et toi, tu as une très belle critique de ce modèle push-pull gravitationnel, comme on dit. Et je voudrais aussi avoir un échange avec toi sur les faiblesses, si tu veux, de ce cette modèle. idée qu'il y a, il y a des facteurs de demande, attraction et ou d'appel, demande et offre, répulsion. Oui, demande de main-d'œuvre, Oui, offre de donc main-d'œuvre. est-ce qu'on peut expliquer l'immigration et les mobilités avec un modèle microéconomique très simple
en s'appuyant sur l'idée utilitaire, quoi. Que les migrants prennent des décisions tout à fait rationnelles. Donc ça, c'est une façon d'aborder toute la question des migrations. Hein. Comme tu sais très bien, nous avons des collègues, surtout américains, mais aussi en Europe, qui poussaient l'idée que tout ça, c'est du transnationalisme. Donc, les gens ont adopté un comportement qui est de plus en plus transnational, et l'État disparaît complètement de oui, là, il faut expliquer un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que les migrants sont avant tout des stratèges, oui, voilà. qui sont capables de traverser les frontières quasiment à volonté, Oui. que les États sont impuissants. Oui. Et évidemment, toi comme moi, nous sommes des empiristes aussi. Oui, oui, voilà, hein. voilà. Nous faisons de la théorie, mais la théorie appuyée sur l'empirie. Ah bon, bien sûr. Et évidemment, la grande crise de 2015 a démontré que l'État avait joué un rôle essentiel, puisque moi je cite toujours le fait que la proportion de l'intensité de l'accueil des exilés donc du Proche-Orient, du Moyen-Orient ou même de l'Afrique orientale de 2015 à 2020, eh bien, quand on tient compte proportionnellement de la population du pays d'accueil, ça varie de 1 à 700. Et ça, c'est les États. Il y a bien sûr les préférences des migrants, mais aussi les États. Donc, entre la capacité, la volonté d'accueil de la Pologne et la volonté d'accueil de la Suède, mais il y a un facteur de 1 à 700. Donc, on peut pas dire que les États ne comptent pas. Les États comptent. Je crois que c'est une des leçons de la grande crise de l'accueil de 2015. Donc, pour revenir un peu du début de mon travail, je voulais un peu ouvrir cette boîte noire qui est l'État, pour essayer de voir quel est le rôle de la politique et comment la politique d'immigration se fait-elle. Hein. Mais bon, on sait que nos collègues sociologues, comme le professeur Massey par exemple, il nous a expliqué que c'est pas simplement un enjeu microéconomique, qu'il y a l'importance des réseaux qui lient les pays, les sociétés de départ avec les sociétés d'accueil. Donc, les sociologues nous ont expliqué que les migrations ne se font pas dans un vide économique, mais que des réseaux comptent beaucoup. Oui, qu'elles s'auto-entretiennent, voilà. notamment par la migration familiale, parce que tu fais allusion à Douglas Massey, qui était donc qui a été longtemps professeur de sociologie des migrations à Princeton, et qui effectivement a fait des enquêtes très précises à partir d'observatoires dispersés dans le Mexique, pour montrer que la probabilité de migrer d'une année à l'autre, elle est très très liée à la perpétuation des réseaux familiaux. La chaîne migratoire. Voilà, migration chain. Migration chain, Et alors ça, c'est l'idée du réseau familial. Bon, ce qui est assez étrange, c'est qu'il la raccorde à Pierre Bourdieu, à la théorie du capital social, qui en fait concerne beaucoup plus les stratégies de capitalisation des classes supérieures, des élites, et pas vraiment juste les liens familiaux. Le fait qu'un frère a déjà migré, pour Douglas Massey, c'est un facteur de migration. Mais bon, il faut se demander comment le frère lui-même a-t-il commencé à migrer. C'est ça. Donc toi, tu t'es intéressé à tout ça. Et alors, quels sont tes rapports avec tu as d'excellents rapports avec les politistes américains, mais quels sont tes rapports avec les sociologues comme Massey, qui font des enquêtes de terrain et qui ont de toute autre théorie? Oui, il faut pas oublier que je fus étudiant de Alejandro Portes, qui lui-même était un peu un des collègues sociologues qui avaient vraiment créé l'étude de la sociologie des migrations. Et Massey me l'a dit aussi que lui, il était très inspiré par les travaux d'Alejandro, et ils sont finis tous les deux qui est comme donc professeurs. un sociologue américain d'origine cubaine. Oui, il est d'origine cubaine, donc il est arrivé à Miami quand il avait 17 ans, et c'est un des plus grands spécialistes des migrations. Ils ont fini tous les deux, Massey et Portes, à Princeton, comme collègues à Princeton. Ben alors, je me posais la question, mais quel rôle pour l'État? Où est la politique dans cette affaire? Et pour revenir à la question de base, pourquoi cet écart entre les objectifs des politiques et le résultat des politiques?
On sait par exemple que la France, la tradition étatique en France, c'est quand même exceptionnel. Hein, que centralisatrice. La France a construit en fait l'État moderne. Hein. C'était un peu l'invention de la France, des rois de France. Alors, pourquoi l'État français a-t-il aussi beaucoup de difficultés à gérer, à maîtriser ce phénomène? Et moi, je me suis dit que c'est lié plutôt à l'idée libérale. Donc, depuis la Deuxième Guerre mondiale, le monde est devenu de plus en plus ouvert sur le plan économique, surtout avec la libre-échange et l'économie internationale, le commerce international, et les finances aussi, mais aussi les migrations. Mais le problème, c'est que les personnes, comme on le dit, les personnes ne sont pas des chemises. Donc, avoir la libre-échange des biens, des services, etc., c'est une chose, mais avoir un marché, un libre-échange, un marché du travail ouvert pour les personnes ne sont pas des denrées, ne sont pas des commodities. Oui, les marchandises. Ils ne sont pas des marchandises. Alors, donc, nous, en Europe, on est dans un cas un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a un libre-échange à l'intérieur de l'Union européenne. Maintenant, les travailleurs peuvent circuler librement, y compris les travailleurs de l'Est, de l'Europe de l'Est, qui sont dans l'Union. Bon, même si on a imposé à ces pays des stages de plusieurs années, en quelque sorte, des temps d'attente. Enfin, maintenant, et donc, on a une libre circulation à l'intérieur des frontières de l'Europe, et c'est avec le reste du monde, c'est un peu plus compliqué, parce que il y a le monde les anciennes colonies, et pendant longtemps, on avait une espèce de libre circulation qui était accordée aux travailleurs algériens, d'où le fait que des filières algériennes se sont établies en France de longue date, et qu'aujourd'hui encore, plus de 90% des Algériens, quand ils émigrent vers la France, alors que les Marocains se dispersent entre l'Espagne, les Pays-Bas, la France, les États-Unis, l'Italie. Donc là, qu'est-ce que tu fais du passé colonial? Est-ce que c'est une variable dont tu tiens compte dans tes travaux? C'est un facteur clé qui distingue, je dirais, carrément les pays post-impériaux comme la France, par exemple, la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas. Et on pourrait dire que les États-Unis et le Mexique, c'est également une relation de ce genre. Les États-Unis, nous avons aussi notre côté un peu colonial, impérial, surtout vis-à-vis le Mexique et les pays de l'Amérique. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est les pays eux-mêmes qui avaient travaillé pour créer ce marché international de la main-d'œuvre. Donc là, on peut faire des comparaisons nettes entre la France et les États-Unis, par exemple, parce que la France avait déjà une politique d'immigration pour aller recruter la main-d'œuvre étrangère. Toi, tu le sais très bien, avec le plan Soviet, par exemple, dans les années juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc la France a fait venir tout de suite des centaines de milliers de travailleurs étrangers. Oui, ça a commencé même dans l'entre-deux-guerres avec les missions de recrutement des Polonais, organisées par les charbonnages de France. C'est la première grande vague de recrutement dans des pays qui ne sont pas limitrophes de la France, qui sont encore plus lointains. Et ensuite, pendant la crise des années 30, on a renvoyé une partie de ces Polonais manu militari. Il y avait la Société Générale de l'Immigration qui était organisée surtout par le patronat, je crois. Et surtout les charbonnages de France qui étaient centraux dans cette Mais là, aux États-Unis, dès le début de la Deuxième Guerre mondiale, l'entrée des États-Unis en guerre, nous avons lancé notre fameux programme de Bracero, où on allait directement recruter la main-d'œuvre mexicaine pour combler les trous dans le marché du travail avec les hommes qui partaient à la guerre. Donc, les États ont joué un rôle clé. Oui, mais alors, ce que toi tu avais montré, je pense que tu as été un des premiers à insister là-dessus, c'est le fait que cette migration de travail qui répondait à des besoins économiques, de reconstruction, de rattrapage de la croissance, etc., s'est doublée
sur un plan juridique, par une migration familiale, Voilà. qui est devenue une migration de peuplement, ce que la droite dure ou l'extrême droite reproche beaucoup au gouvernement. Mais au fond, cette justification du regroupement familial comme prolongement naturel, inévitable de la migration de travail, ça fait qu'il y a un autre critère qui intervient, qui est une espèce de cliquet sur lequel on ne revient pas, qui est irréversible, qui est les droits, le droit au regroupement familial. C'est ça que tu montres. Parce qu'il y a dans le monde quelques exemples encore de migration qui sont purement de travail, comme l'immigration du Golfe, ou Singapour, par exemple, qui n'autorise pas le regroupement familial. Mais dans les pays de droit, dans les États de droit, on ne peut pas refuser le regroupement familial. C'est extrêmement difficile, même si aujourd'hui il y a toute une offensive contre le regroupement familial. Alors comment ça quelle place tu fais à ce facteur dans ton œuvre, si je C'est exactement où j'allais, enfin dans mon analyse. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que ce sont des économies ouvertes. Les États ont travaillé pour ouvrir leurs économies au commerce international et à la main-d'œuvre étrangère. Et bon, prenons l'exemple de l'Allemagne avec son fameux programme de Gastarbeiter. Le travailleur hôte. L'écrivain suisse Max Frisch a dit nous avons recruté des travailleurs, de la main-d'œuvre, mais c'est des êtres humains. Voilà. C'est des gens qui sont venus. Donc, nous pensions recruter des travailleurs, ce sont des êtres humains, qui sont venus. Oui, je ne sais pas exactement comment le dire en allemand, mais toi, c'est à peu près ça. Mais donc, moi, je disais qu'il y a une sorte de paradoxe là-dedans, et ce que j'appelle le paradoxe du libéralisme. Donc, quand tu as une démocratie libérale fondée sur l'état de droit et la protection des droits de la personne, c'est pas possible de faire venir des travailleurs étrangers et de les renvoyer, de les expulser. Les Allemands avaient une idée au début du programme de Gastarbeiter, ce qu'ils appelaient les Konjunkturprüfer. Donc, ils avaient cette idée conjoncturelle qu'on pouvait faire venir cette main-d'œuvre étrangère et puis les renvoyer quand on n'en avait plus besoin. Mais ces politiques ont échoué. Oui, et puis ça allait au point que, d'ailleurs la France l'a fait, la Suisse l'a beaucoup fait aussi, dans toutes ces années 50-60, on débauchait les travailleurs à l'approche des vacances, on les réembauchait à la rentrée, donc on ne les payait pas pendant les vacances. Et là, il y a eu une offensive juridique des Italiens, notamment, qui étaient en train de constituer l'Europe avec nous. Donc, ils avaient une voix qui portait fort. Les Italiens, donc, ont eu toute une diplomatie que l'Espagne n'a pas eu au même moment, consistant à dire, nos travailleurs ont des droits sociaux qui doivent être mis à égalité avec les droits sociaux des travailleurs français. Ça a été une très grande étape, parce qu'aujourd'hui, cet accès des travailleurs étrangers aux droits sociaux, à la protection sociale, il est fortement contesté. Il a toujours été contesté aux États-Unis, mais la contestation revient en force en ce moment. Mais la création de ces programmes de travailleurs étrangers, des guest workers, de Gastarbeiter, c'était dans les années 50 et 60, juste au moment quand l'Europe se créait. Et donc les Italiens éventuellement les Portugais, mais les Espagnols, les Grecs et les autres, ils allaient avoir le droit de circuler librement en Europe, mais ces pays-là, c'était pendant la fameuse 30 glorieuses, on avait toujours besoin de main-d'œuvre. Il y avait des pénuries de main-d'œuvre. Donc, on avait épuisé la main-d'œuvre des pays limitrophes, comme c'était des anciens pouvoirs impériaux. Ils sont allés chercher de la main-d'œuvre dans les anciennes colonies, et juste au moment que ces pays devenaient indépendants. Donc, ça a créé un nouveau flux de travailleurs, mais déjà avec le rôle de l'État et surtout les droits à la fois de recours et les droits civiques, et éventuellement les droits politiques aussi pour la main-d'œuvre étrangère, ce n'était pas possible de simplement
quand les 30 Glorieuses ont terminé, c'était pas possible de simplement de fermer la porte, de fermer les frontières. Le président français Giscard d'Estaing a essayé de le faire, mais il y avait la contrainte juridique, la contrainte des droits, et même le Conseil d'État intervenu pour... Oui, c'est le fameux arrêt Gisti de 1978 qui dit que, qui affirme que le droit à une vie familiale normale est un principe constitutionnel, et que donc il implique que la famille qui vous rejoint a elle-même le droit de travailler. C'était ça qui était récusé par Raymond Barre, hein, qui voulait, pour lutter contre le chômage, empêcher le regroupement familial d'avoir accès au travail. Et donc là, l'arrêt Gisti. Alors l'arrêt Gisti lui-même, 1978, c'est une étape très importante dans le système européen des droits, mais ensuite, ça a été en quelque sorte repris et absorbé par la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'article 8, par un raisonnement un peu différent, mais en gros consacre aussi ce droit. Mais les Allemands, les gouvernements allemands se sont trouvés devant les mêmes dilemmes. Hein. Et il y avait cette idée que Deutschland ist kein Einwanderungsland. L'Allemagne ne peut jamais être un pays d'immigration. Donc les Allemands ont voulu bloquer la réunification des familles. C'est une phrase d'Helmut Kohl quand il fait sa première campagne électorale victorieuse. L'Allemagne n'est pas un pays d'immigration. L'Allemagne ne peut, mais l'Allemagne, ce n'est pas bon. L'Allemagne a perdu ses colonies suite à la Première Guerre mondiale, mais l'Allemagne se trouvait face à ce paradoxe libéral, et on voyait vraiment les contraintes juridiques dans ce pays. Qui est devenu une grande démocratie, en fait. Oui, et qui même en rajoute un peu, puisque dans sa constitution sont inscrits de façon très très directe et explicite 16, les droits, y compris des immigrés. Hein, même les déboutés du droit d'asile ont des droits constitutionnels en Allemagne, affirmés de façon beaucoup plus claire que chez nous. Mais alors, la difficulté un peu dans le cas français, c'est que les travailleurs algériens, eux, dans l'entre-deux-guerres, étaient déjà très présents, mais c'était des sujets de l'Empire. Ils n'étaient pas considérés comme des étrangers. Ils sont convertis en étrangers de façon, du jour au lendemain, après les accords d'Évian, après la fin de la guerre d'Algérie. Et là, il y a une situation un peu particulière. Enfin, il y avait ce fameux double ius soli. Hein, tu peux peut-être expliquer ce que c'est, le double ius soli. Oui, le droit du sol. Oui, c'est-à-dire qu'en France... Depuis 1889, si un de vos parents est né en France et que vous-même vous êtes né en France, ça y est, vous êtes automatiquement français dès la naissance. Et ceci sans avoir le droit de le révoquer, parce que ça avait existé un peu avant, au milieu du 19e siècle, mais on pouvait renoncer à ce droit de devenir français quand un de vos parents était né en France et vous-même né en France, et échapper ainsi au service militaire. Et donc en 1889, on dit non. Donc ça a été vécu à l'époque comme une sorte d'annexion des enfants d'étrangers. C'est une histoire assez intéressante, parce que quand on regarde cette histoire maintenant, les philosophes, par exemple, absolutisent un petit peu tout ça et font de grandes oppositions entre la philosophie du sang, la philosophie du sol, l'Allemagne versus la France, etc. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est une revendication des populations du Nord, des populations d'Alsace, des populations de la frontière italienne, qui disaient à leurs députés, et les députés ont lu ces lettres de protestation dans le débat parlementaire, qui disaient à leurs députés, c'est pas juste, le service militaire, pendant tout le Second Empire, il durait 5 ans, il a même été porté à 7 ans pendant la guerre de Crimée, hein. Donc c'est pas juste, nos enfants qui sont nés en France de parents français doivent faire le service militaire, alors que les enfants d'étrangers, même s'ils sont nés en France, sont exemptés du service militaire, puisqu'ils sont toujours étrangers. Et donc ils entrent dans les métiers avec 5 ans d'avance, par rapport à nos propres enfants, et même ils prennent nos filles, parce que ce sont des partis intéressants, donc ils nous prennent nos filles. Enfin, c'était là les arguments utilisés, et dans les débats de 1889, et là il faut rendre une fois de plus hommage aux chercheurs américains, parce que c'est Rogers Brubaker qui a été le premier à expliquer, à explorer les débats parlementaires français pour rendre compte de l'origine de ce double droit du sol, hein, qui n'existe nulle part ailleurs, qu'aujourd'hui beaucoup voudraient supprimer. C'est
aussi le moyen le plus simple que nous avons, nous, les Français d'origine, de prouver notre nationalité française. Il suffit qu'un policier ou un officier d'état civil regarde votre acte de naissance intégral, il voit qu'un de vos parents est né en France, que vous-même vous êtes né en France, eh bien ça y est, vous êtes français dès la naissance. Et ceci avait été appliqué aux enfants d'Algériens. C'est ça la grande différence. C'est que les enfants d'Algériens dont un des parents était né dans un des 3 départements français d'Algérie, eh bien, se voyait appliquer là, parce qu'il y a une clause des accords d'Évian qui dit ça. Et donc, 1962, accord d'Évian, plus 16, l'âge auquel il fallait à l'époque demander un permis de séjour, un permis de travail, ça fait 1978. Oui. Et là, on a un sociologue fameux en France, qui est Abdelmalek Sayad, qui interviewe précisément les familles à ce moment-là. Oui. Oui. Et les parents disent à leur fils, à leur fille, enfin, mon fils va au commissariat pour avoir un titre de séjour, un titre de travail. Et là, les policiers ou les mairies, les agents des mairies leur disent, mais non. Vos parents sont nés dans un département français d'Algérie, vous-même vous êtes né en France, vous êtes déjà français. Et une partie des parents ont vécu cette découverte comme une véritable annexion de leurs enfants par la France. La France a annexé mes enfants. Et il n'y avait pas moyen de renoncer à ce changement de statut. Et donc ça faisait une différence importante entre les enfants d'Algériens et les enfants de Tunisiens, de Marocains, leurs camarades du même âge, qui, eux, n'avaient pas bénéficié de ce double droit du sol. Donc, toute cette histoire, elle est complexe parce que... Tu vois le rôle que le droit a joué absolument, dans cette... Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que commence à naître à ce moment-là cette grande polémique qui va empoisonner quand même l'existence, la politique française de l'immigration pendant des décennies. C'est il n'est pas normal qu'une partie des immigrés deviennent français sans le savoir. Et donc, c'est la commission Marsolon, c'est les lois Méhaignerie qui ont dit il faut absolument que ces jeunes-là manifestent leur volonté d'acquérir la nationalité française. Donc, on a commencé, nous, les statisticiens, les démographes à l'INED, on a commencé à dresser la statistique des manifestations de volonté d'acquisition de la nationalité française. Et puis, en fait, ils avaient 4 ans ou 5 ans pour le faire. Ce délai n'a pas été tenu, puisque dès le retour des socialistes au pouvoir en 1993, la loi Guigou a aboli ces manifestations de volonté. Donc nous sommes revenus au droit ancien. On a un droit de la nationalité qui repose sur le droit du sang de Napoléon, 1803, sur le droit du sol simple, 1851, et sur le double droit du sol, 1889. Et défaire cet édifice aujourd'hui, moi, ça me semble difficile, juridiquement et pratiquement. Mais tu vois, on a exactement les mêmes débats aux États-Unis, mais la différence, c'est que la nationalité, on a un droit de sol un peu absolu. Donc, si qui est immédiat. C'est immédiat. Il suffit de mettre un enfant au monde sur le sol américain, ça y est, il est américain, ce qui n'est pas le cas de chez nous. Je suis sûr que beaucoup de gens ne savent pas. Moi, je pose la question souvent à mes collègues, mes amis américains, mes étudiants américains, d'où ça vient cette idée de nationalité? Comment c'est défini la nationalité américaine? Et très peu de gens savent que c'est inscrit dans la Constitution. C'est dans le 14e amendement, qui était un amendement qui était fait juste après la guerre civile, et c'était pour créer la possibilité donner la nationalité immédiatement aux esclaves. Oui. Il fallait aussi et surtout attirer les colons, parce que quand on regarde la cartographie mondiale des différentes formes du droit de la nationalité, d'abord il y a des pays entiers du monde qui n'accordent pas la nationalité aux étrangers. On ne peut pas devenir chinois, on ne peut pas devenir japonais, c'est pas du tout prévu. Alors il y a beaucoup de pays, dans les pays arabes, il faut avoir déjà 25 ans d'ancienneté dans le pays, être parrainé, il faut déjà être musulman, enfin bon, c'est quasiment impossible. Mais quand on regarde la cartographie des droits de la nationalité, on voit que toute une série de pays qui ont voulu attirer des colons, l'Argentine en fait partie, le Chili je crois bien aussi, il y a beaucoup, les pays du Nouveau Monde sont très représentés parmi ces pays qui ont un droit du sol simple, immédiat. Oui, je dirais simplement que les Chinois ne se trouvent pas devant le même paradoxe libéral. Aux États-Unis, on a mis un siècle avec des luttes infernes sur la politique, juridique, etc. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons voté en 1965 une nouvelle loi sur l'immigration pour se débarrasser
de la loi raciste de 24 sur les quotas. Et à ce moment-là, il y avait l'évolution d'une nouvelle jurisprudence qui protégeait vraiment les droits des étrangers aux États-Unis, et les droits des immigrés des étrangers sont fortement liés aux droits civiques et les droits de recours des minorités, surtout des Afro-Américains. Donc, prenons par exemple la fameuse décision de la Cour suprême Pryor versus Doe, dans laquelle l'État de Texas a dit que les enfants des immigrés clandestins aux États-Unis n'ont pas le droit d'aller à l'école. Et la Cour suprême a dit non, ce n'est pas le cas. Si ces gens-là sont nés sur le territoire américain, sont des citoyens, même s'ils sont là clandestinement, amenés par leurs parents, ils ont le droit d'aller à l'école. Donc là, on a la même chose en Europe. Hein. Il y a les irréguliers ont des droits indirects. On parle parfois de droits incomplets. Pour dire que voilà, ils ont beau être en situation irrégulière, il y a quand même des droits. Effectivement, les enfants sont scolarisés sans que l'administration de l'éducation nationale ait le droit de poser des questions sur le statut migratoire des parents. C'est interdit. Il n'y a pas de données enregistrées par l'éducation nationale sur le statut migratoire des parents. Et donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui Cette question n'est pas posée dans le recensement américain non plus. Oui, pas davantage dans le recensement français. Hein. On n'a pas on a quelques enquêtes du ministère de l'Intérieur qui sont des enquêtes un peu biographiques. Hein. Donc, on prend toutes les personnes qui ont obtenu un titre de séjour une année donnée. La dernière, il y a eu 2 enquêtes. La dernière, donc, a été faite en 2018. Et on leur demande de retracer leur parcours. Alors, à un moment, on leur dit en quelle année êtes-vous entré en France pour vous installer la première fois. Puis, dans un autre endroit du questionnaire, en quelle année avez-vous obtenu vos papiers. Et puis, on compare les 2 dates et on voit que c'est décalé. Et qu'en moyenne, il faut plusieurs années pour obtenir des papiers une fois qu'on est sur le territoire. Et ce qui a été démontré par cette enquête officielle du ministère de l'Intérieur, pour la première fois, ça a été publié 2 ans après, c'est que 40% des personnes qui obtiennent un titre de séjour pour raisons familiales, pour les liens familiaux, 40% étaient déjà là 10 ans auparavant. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de frontière tranchée entre la régularité et l'irrégularité, puisqu'une partie non négligeable des personnes en situation régulière sont passées par une période d'irrégularité. Alors on n'a pas beaucoup de données, c'est une des premières données qu'on a, hein, parce que les Américains ont des données beaucoup plus précises sur tous les temps d'attente, parce que vous avez un système de gestion des files d'attente pour accéder au titre de séjour qui est vraiment très impressionnant. Nous, on a très peu de données là-dessus. Et l'enquête dont je viens de parler est la première publication qu'on ait eue sur les temps d'attente des personnes déjà en place pour obtenir Mais là, un titre. François, je crois que nous avons bien ouvert cette boîte noire qui est l'État. Donc, on commence à comprendre mieux comment ça s'est déroulé, cette immigration d'après-guerre. Et ce que je dis dans mon travail, c'est que cette dynamique à la fois économique et politique, qu'il faut les voir ensemble, et il faut voir le fonctionnement de l'État et surtout le rôle du système judiciaire dans tout ça. La loi de 65 aux États-Unis, on avait interviewé le ministre de la Justice à l'époque, M. Bobby Kennedy, qui était Robert Kennedy, il était au gouvernement de Johnson, dans le gouvernement de Johnson, et on lui a posé la question: est-ce que cette nouvelle loi va-t-elle amener encore plus d'immigration des pays divers du monde? Il a dit non, nous ne pensons pas. Peut-être 5 ou 10 000 de plus par an. Donc il s'est trompé. Oui, parce que ce qu'on avait sous-estimé, c'est l'ampleur de la migration latino-américaine Donc, vers les États-Unis. Il y avait une vague d'immigration qui a commencé dans les années 70 déjà et qui continue. C'est la 4e grande vague d'immigration dans l'histoire américaine qui continue jusqu'à nos jours. Alors, la question que je voulais aborder dans le temps qui nous reste, c'est que, la France, dès les années 80-90 et aujourd'hui, la France a une population étrangère et d'immigrés extrêmement importante, donc de l'ordre de
de quoi 7-8% de la population? Alors non, si on prend vraiment les étrangers, Oui. c'est aux alentours, oui, c'est aux alentours de 7-8%, un peu plus maintenant, 9%. 9%. Et si on prend, puisque nous avons maintenant un recensement Oui. qui ne se fait pas tous les 8-9 Oui. ans, mais qui est au tournant, et qui peut être actualisé chaque année. Hein. Et Voilà. l'Allemagne, c'est quel Et pourcent? alors, si on prend maintenant les immigrés, et non plus simplement les étrangers, on est à 11%. 11%, voilà. Aux Et États-Unis, si on 14%. voilà, et si on a une définition alors, plus large, qui est souvent celle acceptée par les Nations Unies, qui est simplement les personnes nées à l'étranger, y compris si ce sont des enfants d'expatriés, des enfants de diplomates, etc., c'est 13% à peu près. Oui. Si on ajoute la seconde génération, donc ce fameux concept de la seconde génération Voilà. qui a C'est été là où j'allais qui a été promu par Alejandro Portes, oui, voilà, dont voilà. tu as parlé tout à l'heure, c'est lui Oui. qui vraiment lance dans la communauté des chercheurs la notion de seconde génération et Oui. aussi la notion de génération 1,5, Un ceux et qui demi, sont oui. entrés relativement jeunes et qui ont été socialisés essentiellement dans le pays d'accueil. Eh bien, quand on inclut première génération, celle qui a vraiment migré, qui a vraiment franchi la frontière, Oui. et leurs enfants nés sur place en France, on arrive à 24% de la population française. Hein. Oui. 24% de la population française est Je soit crois immigrée, soit enfant d'immigrés. c'est 40, Aux États-Unis, c'est 45 26-27. millions. Hein, Oui. Aux États-Unis, c'est 26%, 26%, quelque chose Donc, comme ça. En Allemagne, c'est déjà plus qu'en oui. France. Hein. Alors, ce que j'allais dire, François, nous avons Ouais. discuté l'immigration, les mobilités et la montée de cette population. Maintenant, on a des questions d'intégration de ces populations. Bien sûr, oui. Donc, le débat, le débat a changé. Oui. Et les enjeux ont changé. Alors, comment intégrer ces gens? Et moi, je me dis qu'il y a des modèles, ce que j'appelle des modèles nationaux qui sont extrêmement importants dans cette affaire. Oui. Donc, les États-Unis, c'est le fameux E pluribus unum, un modèle beaucoup plus pluraliste, on pourrait même dire multiculturel, tandis qu'en France, il y a toujours cette idée républicaine un peu dure que une fois qu'on devient français, c'est la fin de l'histoire. C'est plus besoin de suivre les enfants des immigrés, par exemple. Donc, je voulais parler un petit peu de... Voilà, alors c'est vrai que c'est un sujet... Alors d'abord, je reprends le début de ta phrase. Oui, l'immigration a vieilli, le monde a vieilli, et nous aussi, chercheurs, nous avons vieilli en même temps que les problèmes que nous étudions, et on a vu en l'espace de quelques décennies comment les problèmes ont évolué. Oui. Par exemple, dans tes recherches, Oui. la question sécuritaire devient une dimension voilà, essentielle de la politique migratoire, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. C'est vraiment très clair. Alors, nous avons effectivement un modèle d'assimilation il est un peu compliqué parce que quand on regarde dans l'histoire, les premières applications de cette notion d'assimilation, c'est à Saint-Domingue, hein, l'actuel Haïti, c'est à propos de ce qu'on appelait les libres de couleur, c'est-à-dire ces esclaves affranchis qui, peu à peu, pouvaient faire fortune eux-mêmes, pouvaient eux-mêmes avoir des esclaves et devenaient des sujets très actifs dans ces communautés coloniales, et ils s'assimilaient trop bien. Et il y a toute une série de décrets qui ont été étudiés notamment par un grand chercheur français qui s'appelle Abdelali Hadjat, donc un enfant de l'immigration évidemment, mais qui est un formidable chercheur. Et il a montré que la première apparition du mot assimilation dans la législation française, ce sont des décrets pour empêcher les libres de couleur de trop s'assimiler. Il fallait qu'ils continuent de porter des vêtements distincts, il valait mieux qu'ils n'aillent pas dans les mêmes églises que les Blancs. Ils s'assimilaient trop bien, et donc au départ, on craint l'assimilation. Ensuite, le mot apparaît, mais la France, le mot apparaît à propos des conquêtes des régions. La France est un pays comme l'a montré Eugen Weber, cet immense historien de la formation de la France au XIXe siècle, est un auteur fondamental pour moi. Il montre comment la France, peu à peu, conquiert toute une série de provinces. Hein, vraiment, c'est très très frappant, en 3-4 siècles. Et ces provinces, il faut les assimiler, parce que beaucoup ne parlaient pas français. Vraiment, hein. Et puis on va avoir une province qu'on a conquise au temps de Louis XIV par la force,
Corse et qui pendant longtemps ne continuera de ne toujours pas parler français, c'est l'Alsace. Et pendant la guerre de 14, là où il faut justifier la reconquête de l'Alsace contre les Allemands qui l'avaient prise en 1870, toi qui es alsacien, alors il se trouve que je suis alsacien, d'où mon intérêt pour les questions, mais apparaissent des articles dans des revues très bien, comme la revue des Deux Mondes, pour dire, bon, écoutez, l'Alsace est française, certes, même si elle n'est pas assimilée. Elle n'est pas assimilée puisqu'ils ne parlent toujours pas français. Il y avait des enquêtes qui avaient montré que 5% ou 10% seulement des instituteurs alsaciens savaient le français. Donc, et il a fallu réfléchir à la question de savoir, est-ce qu'on peut dire qu'une province française est assimilée si elle ne parle pas le français? Donc il y a eu toute une politique linguistique extrêmement dure pour essayer de franciser les provinces périphériques. Ça n'a pas toujours été facile. Le breton, hein, par exemple. Voilà, on connaît bien l'exemple du breton, mais enfin, le catalan, le basque, le flamand, enfin, toutes nos frontières étaient problématiques. On avait les mêmes débats aux États-Unis à propos de l'anglais comme langue officielle du pays. Donc, toutes ces questions d'intégration sont de vieilles questions dans nos deux pays. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit les grands historiens nationaux, les historiens de la nation française, dans les années 1830, 1840, comme Guizot, comme Michelet, etc., un de leurs thèmes favoris, c'est la France a une grande puissance d'assimilation, puisque nous sommes en train d'assimiler les provinces. Il faut que les provinces oublient, alors il y a toute une théorie de l'amnésie, il faut que les provinces oublient qu'elles ont été conquises par la force, il faut maintenant qu'elles fassent comme si elles faisaient partie intégrante depuis toujours de la nation française. Et quand vient la conquête d'Alger en 1830, pour riposter à un incident diplomatique, à ce moment-là, des auteurs comme Michelet disent « Mais écoutez, on n'a aucun problème à assimiler les Arabes, puisqu'on a réussi à assimiler les Provençaux, il y a tout un dégradé entre les Parisiens et les Arabes, et les Provençaux sont situés au milieu, nous avons assimilé les Provençaux, on va réussir à assimiler les Arabes. » Mais la grande surprise, c'est que les Arabes résistent. Et on a beau leur envoyer des dizaines et des dizaines de missionnaires, ils ne se convertissent pas. Et donc la résistance religieuse et guerrière représentée par Abdelkader, l'émir Abdelkader, elle surprend tout le monde. Et les premiers livres publiés dans les années 1840-45 sont des livres de militaires qui ont l'expérience d'Algérie et qui vous disent, écoutez, ces gens-là, ils ne sont pas assimilables. Et donc il y a tout le problème de est-ce qu'on peut assimiler ou pas les gens des colonies? En 1927, il y a la grande loi de naturalisation qui introduit pour la première fois dans le droit français le mot assimilation. Et l'assimilation, elle est d'abord linguistique. Alors du coup, on demandait... Je me demande si ce n'est pas un mot d'origine française, assimilation. Alors, Abdelali Hadjat a fait une histoire passionnante du concept. Il montre que assimilation est d'abord un terme tout à fait biologique, naturaliste, mais que ce sont les Français qui l'utilisent pour la première fois à propos des humains et pas seulement des plantes. Et que là, il y a une divergence entre le monde britannique et le monde français. La première école d'immigration aux États-Unis, c'était l'école sociologique de l'école de Chicago, dans les années 20, où on avait pensé à cette idée d'un modèle d'assimilation, ou de ce qu'on appelait américanisation. Et donc l'arrivée des vagues d'immigrants à la fin du 19e siècle, la fameuse troisième vague, et toutes les questions autour d'intégration de ces gens-là. Donc, à cette époque, c'était des gens venant surtout de l'Italie, du sud de l'Europe et de l'Est aussi. Donc, c'était une migration très, très variée culturellement. Mais pour revenir à notre époque, comment ces débats ont-ils informé les débats actuels en France et aux États-Unis? Parce que je sais qu'en France, pour revenir sur la question coloniale et la question culturelle d'assimilation des peuples enfin de l'Afrique du Nord, par exemple, ou même l'Afrique subsaharienne, est-ce que cette histoire joue un rôle important dans les débats sur l'intégration aujourd'hui en France? Alors, les débats sur l'intégration, ils peuvent être plus ou moins simplistes, plus ou moins informés, plus ou moins puisés dans une mémoire historique. Et la mémoire elle-même, elle est plus ou moins travaillée. On voit bien que la mémoire des populations européennes d'Algérie qui ont été rapatriées, c'est une mémoire spéciale qui n'est pas la même que celle des Algériens, etc. Il faut quand même rappeler qu'il y a deux expériences malheureuses
de l'assimilation en France. Oui. Il y a les Juifs assimilés, Oui. Oui. qui avaient beau être Oui. assimilés et très assimilés, Oui. et qui entraient peu à peu dans la fonction publique, dans l'armée. Dreyfus, hein, ça correspond, Oui. l'affaire Dreyfus, Oui. correspond à une période où Oui. justement les Juifs entrent dans l'état-major, par exemple, réussissent à Polytechnique, etc. Bien sûr. Bien C'est ce sûr. que Pierre Birnbaum a montré dans ses Oui. nombreux Oui. ouvrages tout à fait passionnants. Et donc, or, ils avaient beau être assimilés, ils ont quand même été persécutés sous Vichy. Il y avait l'idée que les Juifs étrangers étaient plus exposés à la persécution, c'est vrai, mais les lois antisémites de Vichy ne faisaient pas la différence. Et une partie, évidemment, importante des Juifs qui avaient beau être assimilés depuis plusieurs générations, dont certains avaient fait la guerre de 14 avec tous les honneurs, avaient été décorés, etc., n'ont pas échappé à la persécution. Donc, cette idée que l'assimilation n'est jamais définitive, qu'elle est toujours, c'est toujours une quête éternelle. Et Abdelmalek Sayad a beaucoup insisté sur le fait que quand on demande à une minorité d'être assimilée, c'est une demande sans fin. On va toujours interroger les accents, la loyauté, etc. Et la deuxième expérience malheureuse de l'assimilation, eh bien, ce sont les élites algériennes. Une petite partie de ces élites était très francisée. Le personnage typique de ça, c'est Ferhat Abbas, hein, qui était vraiment très, très orienté vers la France, et qui a essayé de... voilà, il y a eu le projet Blum-Violette en 1936, qui essayait de donner une nationalité française à la partie la plus assimilée, etc. Et bien finalement, le projet a été refusé par les colons, ça n'a jamais marché. Et donc, ces élites qui avaient beau s'assimiler, parler un français impeccable, être parfois amateurs d'opéra, que sais-je, enfin, et se voyaient toujours fermer la porte de l'assimilation. Et donc, finalement, on basculé du côté du FLN, du côté de l'Étoile, enfin, des partis indépendantistes. La construction d'une nation est déjà très difficile. Comme tu viens de le souligner pour la France au XIXe siècle, nous savons l'histoire triste de la construction de l'État-nation américain, les États-Unis, avec la faille de l'esclavage. Oui, la guerre civile. Dès le début, la façon dont on a commis un génocide contre les Amérindiens, contre les indigènes. Mais on regarde toutes les vagues migratoires aux États-Unis. On n'aimait pas les Allemands parce qu'eux, ils étaient considérés comme très différents de la population anglaise, parlant une langue différente. Et les teutons, comme on disait beaucoup aux États-Unis. C'était des teutons, et il y en avait pas mal qui étaient aussi des catholiques. Et on se posait la question, comment a-t-on assimilé les Allemands? Comment les Irlandais sont-ils devenus blancs? Donc, et les Juifs, en plus. Alors c'est ça qui est fascinant quand on regarde l'histoire américaine, c'est qu'effectivement, quand éclate la Première Guerre mondiale, alors avec retard, puisque c'est après surtout le torpillage, la fin de la langue allemande, du Lusitania hein, qui va marquer voilà, le torpillage du Lusitania va pousser les États-Unis à entrer en guerre. Et là, il y a tout un mouvement qui est, mon Dieu, mais nous avons beaucoup d'immigrés d'origine allemande sur notre territoire. Comment les traiter? On ne pouvait pas, comme on le fera plus tard avec les Japonais dans la Seconde Guerre mondiale, les interner dans des camps. Et donc, il y a eu tout un mouvement d'américanisation, d'anglo-conformity, c'est comme ça que ça s'appelait. L'américanisation, c'est un des termes, pour essayer de leur enseigner la nourriture américaine, la langue américaine. C'est un mouvement qui s'est répandu dans les entreprises, dans les administrations, très intéressant à étudier, et qui finalement s'est un peu éteint de lui-même au bout de quelques années. Et ensuite, le débat a porté effectivement sur l'arrivée de ces Italiens, de ces Juifs d'Europe centrale aussi, etc., qui menaçaient une unité qui, cette fois, était devenue anglo-teutone. C'est très intéressant de voir comment les frontières entre les groupes, les grandes classifications, qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui n'est pas blanc, ne cessent d'évoluer. Et moi, je trouve que c'est un apport très intéressant de Richard Alba, qui est un autre grand sociologue de l'immigration aux États-Unis, de dire, mais écoutez, la définition du mainstream, du courant majoritaire, elle change.
Autrefois, les Juifs n'en faisaient pas partie. Maintenant, plus personne ne doute que les Juifs fassent partie Est-ce que de la cette idée population. ne s'applique Voilà. pas à la France? Eh bien, je pense que la définition d'une francité qui serait comme ça, uniforme, constante, de toute éternité, etc., c'est un mythe, et qu'en réalité, bien, les élites de la migration d'origine algérienne, un jour, fera partie du mainstream par rapport à peut-être d'autres migrants qui viendront d'autres parties du monde. Ça n'est pas fixe, toutes ces frontières ne sont pas fixes. Et ce qui est très frappant dans tous ces discours extrêmes, c'est que en France comme aux États-Unis, il y a toujours une petite minorité qui voudrait nous faire revenir à quelques décennies en arrière. Oui. Les lois sur les quotas d'origine imposées aux immigrés à partir de 1923-1924, quand on les a mises en œuvre, on a dit, bah, écoutez, il faut qu'on ait une répartition des origines qui soit la même qu'il y a 2 recensements. Le recensement ayant lieu tous les 10 ans aux États-Unis, ça faisait plus de 20 ans. Donc, revenir en arrière à la distribution des origines d'il y a 20 ans. 1880. Voilà, figer la distribution des origines. Et en France, on a aussi un peu, lorsque Éric Zemmour nous dit il faut faire revenir les immigrés, il veut abolir l'immigration rétrospectivement, c'est ça, une abolition rétrospective de l'immigration. Il y a cette idée aussi du retour au passé pour comme dénégation de la réalité. Quand j'ai débarqué en France, je faisais de la recherche pour ma thèse, et on s'est rencontrés à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, et je me suis précipité pour trouver la personne qui s'occupait des données, des enquêtes. C'est une personne qui s'appelle Benoît Riandé, et je lui ai demandé, comme un étudiant de sociologie de première année, où est-ce que je peux trouver les données sur la seconde génération, sur les ethnicités en France, les immigrés. Et M. Riandé, il a ouvert le tiroir de son bureau, il m'a sorti un exemplaire de la Constitution française. C'est une vraie histoire. Et il m'a dit, mais monsieur, en France, c'est contre la Constitution, c'est contre la loi de poser des questions à des gens. Donc, toute cette histoire des statistiques ethniques en France, nous avons vécu tout ça, nous avons suivi tout ça. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, parce que, comme tu le sais, j'ai appartenu à l'INSEE. Ah bah oui. J'ai dirigé une division d'études démographiques à l'INSEE, et j'ai fait partie des quelques personnes qui se sont battues, de façon courtoise, mais en faisant des expériences, des essais pour convaincre. Battu donc pour qu'on puisse avoir le droit de poser des questions sur les origines dans les enquêtes de l'INSEE. Et c'est donc, pour moi, il y a une date très importante, elle n'est pas connue du grand public, peut-être pas très connue des chercheurs, c'est 2003, parce que c'est en 2003, puis en 2004, que pour la première fois, l'INSEE a introduit systématiquement des questions sur les pays de naissance des parents et la première nationalité des parents dans l'enquête emploi, immense enquête, 100 000 personnes interrogées chaque année. Ce n'est pas un petit sondage. Mais aussi les enquêtes sur la fortune, sur le patrimoine des personnes. Tu t'en occupais de ces enquêtes, toi. Et alors, je me suis occupé de ces enquêtes sur la partie démographique, la fameuse enquête famille, qui était une sorte de sous-échantillon du recensement. Une partie des personnes recensées avaient le bonheur de découvrir qu'il y avait un petit questionnaire supplémentaire de 4 pages qu'on appelait l'enquête famille. Et c'est grâce, donc à partir de 2003-2004, mais moi j'avais fait des essais qui étaient antérieurs. Michel Tribalard, sociologue importante à l'INED dans ces années 80. J'étais son camarade de bureau. Voilà, avait elle aussi fait une première enquête, l'enquête MGIS, Mobilité géographique, insertion sociale, sous-entendu des immigrés, qui avait aussi posé ce genre de questions. Mais donc c'est l'enquête famille qui était la première enquête vraiment de l'INSEE associée au recensement. Ça, c'était un geste fort. Il a fallu convaincre la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et c'était à une voix de majorité que la commission a accepté le questionnaire de l'enquête famille que je dirigeais et qui posait ces questions sur les origines. Aujourd'hui, c'est devenu totalement banal, évident, que l'INSEE puisse avoir des informations sur la seconde génération, parce que c'est en posant des questions sur le pays de naissance et la première nationalité des parents qu'on peut identifier la seconde génération et montrer notamment qu'elle est exposée à des taux de chômage supérieurs à ceux de la première génération. Oui, mais etc. François, donc les débats ont évolué tout à fait dans le même sens dans nos deux pays. Il y a une sorte de convergence là-dedans. Alors, mais la question est de savoir quel rôle pour les minorités dans nos sociétés
comment vont-elles être assimilées et intégrées dans la société? Et ça pose toute la question de remplacement, Alors, ça de pose changement. deux questions. Il Deux y a la questions. question de la discrimination De la discrimination. et il y a la question effectivement du remplacement. La question de la discrimination, c'est consiste à dire, bah, écoutez, est-ce que à diplôme égal, à âge égal, etc., vous avez les mêmes chances Oui. d'obtenir un emploi, Oui. d'obtenir déjà un Oui. entretien Oui. d'embauche, Oui, 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 d'obtenir un emploi, d'avoir une promotion, d'avoir accès à la santé, d'avoir accès à un certain nombre au crédit bancaire, etc., etc. Et donc, l'égalité des chances, quoi. c'est l'égalité des chances, mais à compétences égales. Oui, à compétence égale. Voilà. Et C'est la même chose aux États-Unis. bien hein. sûr, bien Oui. sûr. Et une bonne partie du modèle d'analyse des discriminations qui a été diffusé par l'Union européenne, hein, par la Commission européenne, évidemment, s'est inspiré des modèles américains et britanniques. Là, il y a incontestablement un apport Une sorte de anglo-saxon pour dire les discrimination choses. positive, alors. Oui, qu'est-ce que c'est que la discrimination? La définir de façon rigoureuse, c'est pas Oui. simplement une inégalité de traitement, Oui. c'est Oui. vraiment Oui. à compétence égale. Voilà. 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 Et donc, tous les testings, ou toutes les enquêtes alternatives qui ont été menées, maintenant il y en a beaucoup, y compris par l'INSEE, par le ministère du Travail, mais aussi par de grands instituts de sondage, par des chercheurs, par des économistes notamment, elles montrent toutes que, à compétence égale, et avec le même diplôme, vos chances d'obtenir un entretien d'embauche sont divisées par 2, en gros, en moyenne, si vous avez le malheur d'avoir une origine maghrébine ou Voilà. subsaharienne. Donc, Voilà. c'est une discrimination énorme. À la sortie de l'école, donc il ne suffit pas de réaffirmer, comme je l'entends souvent, la grandeur de l'école républicaine qui va traiter tout le monde de la même façon. Ah non, c'est au sortir de l'école, Voilà. ayant obtenu votre diplôme, vous avez encore 2 fois moins de chance quand vous avez une Nous avons origine. exactement le même Voilà. débat aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui est encore peu connu, mal admis. Oui. Je me souviens un jour d'une Ah. interview de Marine Le Pen qui était interrogée par la dirigeante d'une association qui travaillait contre les discriminations. Elle disait bah, les discriminations, il y en a partout. Les agriculteurs aussi sont victimes de discriminations, confondant complètement les inégalités sociales, qui sont un vrai problème, et les discriminations selon l'origine, qui s'ajoutent Aujourd'hui, aux inégalités États-Unis, sociales. on pense qu'il y a une discrimination contre les Blancs. Oui, alors, et là, on a fait une grande enquête, alors ce n'est pas moi j'étais directeur de l'INED à l'époque, mais ce sont des chercheurs, notamment Patrick Simon et Chris Beauchemin, Christelle Hamel, etc., qui ont eu le courage pendant des années de monter une très grande enquête qui s'appelle l'enquête Théo, Trajectoire et Origine, une enquête qui aujourd'hui est très connue en Europe, qui est très utilisée aussi par les chercheurs américains qui veulent faire des comparaisons, et qui a été donc une des premières enquêtes à effectivement s'interroger sur toutes les sortes les formes de discrimination sur l'origine. Et ils ont posé aussi des questions aux personnes françaises d'origine française pour savoir si elles avaient fait l'expérience d'un traitement négatif en fonction de leur origine. Et donc, ils attestent que oui, il y a des discriminations contre les blancs, les personnes mais que c'est quelque chose de beaucoup plus, sont des expériences ponctuelles, sont des expériences beaucoup plus rares et qui n'ont pas d'effet sur les trajectoires professionnelles, n'ont pas d'effet sur la probabilité d'entrer dans la vie active, n'ont pas du tout le même poids sur la destinée sociale que ce que subissent les immigrés d'origine maghrébine ou subsaharienne. On voit que les points de repère dans ces débats sont un peu les mêmes aux États-Unis et en France. La question, on pose la question sur est-ce possible qu'une société multiculturelle peut tenir le coup, peut continuer à fonctionner. Mais toi, tu as dit qu'il y a un deuxième problème avec cette idée de grand remplacement. Alors, le grand remplacement, il faut savoir que la notion de remplacement est une notion démographique classique. Donc, d'abord, nous serons tous remplacés. Oui, on va tous être remplacés, les démographes. C'est clair. Mais le remplacement de génération, c'est simplement l'idée que chaque génération doit mettre au monde un peu plus de 2 enfants, puisque
une fille et 1,1 garçon en moyenne pour que les générations se dois dire reproduisent. Mais dans la vision démographique du remplacement, peu importe les origines, pour assurer ces remplacements des populations, elles peuvent se faire par l'apport étranger. Ça, c'est pas un problème. Il y a évidemment un changement complet lorsqu'on en vient à dire qu'il faut qu'on soit remplacé absolument par son semblable et rigoureusement son semblable. Alors, il y a plusieurs visions de cette chose. Il y a des chercheurs qui disent bah, oui, un grand remplacement, et alors, et la composition de la population est nécessairement changeante, ça n'est pas un problème. La position de Richard Alba qu'on a déjà évoquée consiste à dire eh bien, la majorité et que la frontière, que la définition de la majorité et de la minorité, hein, l'idée du grand remplacement, c'est l'idée que la minorité pourrait devenir majoritaire, hein, c'est ça l'idée. Les populations se mélangent. Oui, à partir du moment où les populations se mélangent, où la définition même du mainstream change. Autrefois, les juifs, les catholiques ne faisaient pas partie du mainstream aux États-Unis. Maintenant, ils en font pleinement partie, ça n'est pas remis en cause. On pourra dire que les hispaniques, par exemple, qui sont dans une situation un peu intermédiaire, autrefois ne faisaient pas partie du mainstream, vont en faire partie. Et donc, Alba dit, c'est une question sociale, c'est une question... Et alors, certains chercheurs français comme Patrick Simon disent, c'est pas seulement une question sociale, c'est aussi une question un peu politique. Il ne va pas y avoir un mécanisme spontané qui va redéfinir les frontières entre les groupes. C'est aussi une action politique qui va aboutir à ce résultat. On revient là à la politique, on revient à l'État, au rôle de l'État dans la politique d'immigration et d'intégration. Mais est-ce que peut-être on pourrait essayer de terminer sur la question, est-ce que nos populations vont être déstabilisées par l'immigration? Est-ce qu'on est en crise migratoire aujourd'hui en France, aux États-Unis? Moi, je ne pense pas, mais j'aimerais bien savoir... Alors, d'abord, il faut toujours rappeler un peu les chiffres. J'ai un calcul que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Depuis 2000, la migration dans le monde a progressé de à peu près 62%. Le nombre des migrants par rapport à la population mondiale progresse depuis 20 ans de 66%. Bon. En France, on est aux alentours d'une progression de 36%. Donc on n'est pas au rythme. L'immigration progresse. Le poids de l'immigration dans la population française ne cesse de progresser. Pendant longtemps, ça avait stagné à partir de la crise du pétrole, la crise des années 74 jusqu'en 2000, mais à partir de 2000, la progression continue, c'est une progression constante. C'est une progression qui n'a rien à voir avec le calendrier politique. Alors là, c'est un peu un problème, c'est que parce qu'elle est nourrie par les droits, par les étudiants internationaux, par les réfugiés, etc. Donc, nous sommes à un taux de progression de l'immigration qui est inférieur à celui de l'Europe, qui est plutôt du genre 45-50%. Et en 2015, quand il y a eu la grande crise des réfugiés, la France est quand même restée en dehors du mouvement. Elle a commencé à se rapprocher de la moyenne européenne pour l'accueil des réfugiés beaucoup plus tardivement. Et on voit que là, on a encore décroché du taux de progression de l'immigration en France par rapport à l'Europe. Donc on n'est pas... Alors c'est compliqué à faire comprendre ça. Bien sûr, l'immigration progresse. Oui, on n'a jamais eu autant d'immigrés que maintenant, c'est vrai. Et en même temps, c'est une progression qui est très inférieure au taux de progression de la moyenne mondiale et même européenne. Bon, il faut toujours replacer la France dans un contexte comparatif. Maintenant, la thèse du grand remplacement, elle est une thèse à plusieurs étages. Il y a la thèse purement quantitative disant la majorité risque d'être débordée par la minorité. Il y a une thèse après sur le contenu qui est mais ils sont d'une autre civilisation, ils vont supplanter notre civilisation et l'islam étant présenté comme quelque chose de totalement hétérogène, etc. Bon. Et là, on se trompe parce que par exemple, quand on dit que ça n'était jamais arrivé, les Espagnols autrefois, quand ils migraient, on ne les présentait pas comme des catholiques dont la civilisation était proche de la nôtre. C'était plutôt des rouges qui avaient le couteau entre les dents et qui menaçaient la République. Hein. C'était comme ça qu'ils étaient vus. Et puis le troisième étage de la théorie du grand remplacement, c'est l'étage complotiste. Il consiste à dire que tout ça c'est voulu.
que le remplacement Oui. de la majorité Oui. de notre civilisation par une Oui. autre, Oui. c'est en fait un complot des élites mondialisées qui a notamment son siège aux Nations Unies, à l'Union, à Et c'est Bruxelles, une idée qui a eu etc. un grand Et, impact, non seulement en France, en Europe, mais oui, aux États-Unis aussi. Hein. voilà, voilà. Et je pense que chacun de ces étages, donc le remplacement quantitatif, le remplacement civilisationnel et le remplacement comploté, enfin délibéré, Oui. ces trois idées sont erronées. Mais je dois dire que tu as fait une très belle histoire dans laquelle tu as fait beaucoup de recherches pour expliquer d'où ça vient, cette idée de remplacement et c'est lié à un article, un rapport qui a été fait au début des années 2000 par l'ONU et la division de la population. Mais je crois qu'on doit quand même conclure Oui. en insistant un peu sur nos travaux et nos bouquins, et on les a exposés un petit peu ici. Mais là, si ça vous intéresse de connaître un peu l'idée du grand remplacement, il suffit de lire le très beau chapitre qui a été fait par François dans un livre qui va sortir dans sa 4e édition, qui s'appelle Migration Theory, Voilà. Talking Across Disciplines. Malheureusement, je n'ai pas un exemplaire de la 3e édition devant moi, mais ça montre jusqu'à quel point la collaboration Oui. entre moi et François, ça aboutit et le résultat, c'est qu'on a ces livres, ces beaux livres qui ont sorti. Et François aussi, il m'a beaucoup aidé à mettre à jour, à actualiser les données pour le chapitre sur la France dans la 4e édition Oui, encore. que nous avons co-signé. Et nous avons co-signé et on avait un colloque en 2019 dans lequel on a rassemblé une 35 chercheurs venant de partout dans le monde pour faire la 4e édition de ce livre qui s'appelle Controlling Immigration, Oui. Contrôle l'immigration. Et c'est là, dans ce livre, où j'avais cette idée de policy gap. Et donc, c'est un livre qui maintenant a continué pendant plusieurs générations. Oui. Et François a contribué à ce livre et il est un des co-auteurs, co-éditeurs de ce livre. Et il y a aussi ce très beau bouquin-là qui s'intitule Understanding Global Migration, oui. Dans lequel j'essaye avec des collègues de comprendre comment les systèmes migratoires, les sous-systèmes migratoires ont évolué dans toutes les régions du monde et visant des pays qui ne sont pas toujours étudiés sous l'angle d'une politique migratoire, d'une politique de migration comme l'Inde, par exemple, l'Afrique du Sud, le Japon, tous ces pays sont dans ce livre. Et bien sûr, toi, tu as tes livres, tu pourrais dire quelques mots sur les livres les plus récents. Hein. Oui, enfin, je dirais que ma philosophie générale, elle est condensée dans ma leçon inaugurale au Collège de France, qui a été publiée dans la collection du Collège de France et Grasset. Tu dois expliquer quel est ton rôle au Collège de France, quel est ton titre. Alors, la chaire s'intitule Migration et société, parce que voilà, c'est très simple, enfin c'est un peu un titre wébérien, comme on a voilà. économie et société. Je pense qu'il faut replacer l'immigration dans l'ensemble des questions sociales. Et il y a une chose intéressante au Collège de France, c'est que nous sommes obligés de renouveler notre cours d'une année à l'autre. On ne peut pas refaire le même cours d'une année à l'autre. C'est une obligation très... donc on passe tout l'été à lire. Donc chaque année, je change de sujet. Tout ça est sur le site du Collège de France, et des vidéos tout à fait accessible. Et l'année prochaine, ce sera justement migration et droit. Oui. L'approche juridique des migrations, non pas que le droit donne la clé de tout. Le droit, c'est simplement un levier, une puissance de cristallisation pour essayer de stabiliser un peu les choses, de les ordonner. Mais enfin, il y a d'autres forces que le droit, comme tu l'as bien montré dans tes écrits. Donc moi, je voulais rendre hommage pour terminer, je crois que ce sera le mot de la fin, à ta formidable capacité de mise en réseau, de mise en relation. Tu es à la tête de plusieurs grands ouvrages qui coordonnent des dizaines d'auteurs.
qui évoque la question migratoire, les ressorts de la migration, les politiques migratoires, etc., sur toute une série de pays, y compris des pays, voilà, quelle est la politique migratoire de la Corée du Sud, par exemple, des choses tout à fait passionnantes. Et ces livres sont très lus, ils sont lus par les étudiants, ils servent de readers. Oui. Et donc, pour moi, je considère que c'est une des grandes chances de ma carrière professionnelle d'avoir été embarqué dans ces entreprises collectives que tu diriges si bien. Oui, et pour moi, c'est réciproque. On a eu de la chance de pouvoir être ici en France, moi, d'être un fellow ici à l'Institut d'études avancées. Et mon projet actuel, c'est sur les migrations et le développement humain et économique. Et je dois dire aussi que je suis professeur à SMU, à Dallas, et que toi, tu as visité Dallas. Il m'a même appris la chanson, le parole de la chanson du feuilleton américain. Ah oui, Dallas, ton univers impitoyable. Dallas, l'univers impitoyable. Oui, donc c'est dire la haute tenue culturelle de nos échanges. Oui. Et François était très content de me rendre visite au Texas parce qu'il a pu s'exprimer en espagnol, puisqu'il parle espagnol couramment. Et donc, nous avons une collaboration qui dure depuis des années. Et les résultats qu'on on a fait avancer un petit peu. Il a franchi un cap très important cette année. Oui. Et moi, j'ai eu je crois qu'on a droit à 2, 3, peut-être 4 idées originales dans la vie. Et donc, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'avoir des idées un peu nouvelles, quoi. C'est vrai. Et donc, je crois qu'on peut peut-être terminer là-dessus. Hein. Voilà. Merci Jim pour ton accueil à Dallas. Et puis, je suis très heureux de voir que ce séjour parisien se passe si bien pour toi cette année. Merci.